Imaginez un monde sans pollution. Imaginez un monde où l'énergie n'est pas un problème. Imaginez un monde avec une énergie illimitée. Cette énergie est là. Come up to meet you, tell you I'm sorry. Docteur, vous avez réussi une parfaite fusion. La puissance du soleil dans la paume de ma main. Quand la fiction devient réalité, c'est en France, à Cadarache, que sera conçu le prototype du prochain réacteur nucléaire. Une énergie illimitée. TPE, projet ITER. ITER est un projet international. Créé en 1992, il est financé par les plus grandes puissances mondiales telles que la Russie, la Chine, le Japon, les États-Unis et l'Europe. C'est un prototype de centrale nucléaire, installé à Cadarache en France, qui sera achevé d'ici 2016. Les scientifiques espèrent ouvrir ce type de centrale dans les années 2050 afin de répondre aux besoins de l'homme en énergie. Le coût du projet est de 10 milliards d'euros. La France est le pays qui a le plus participé avec 800 millions d'euros. Passons sans plus attendre au fonctionnement de l'énergie qui est peut-être celle de notre avenir, ITER. Afin d'appuyer notre TPE, nous avons interviewé Bruno Rouvelou qui nous accompagnera tout au long de la présentation. Je suis Bruno Rouvelou, professeur à l'Université de Bretagne occidentale, chercheur spécialité matériaux magnétiques. ITER, le fonctionnement. Cadarache, une ville située à 50 km au nord de Marseille. Ici seront implantés tous les bâtiments nécessaires à ITER. Le choix de l'emplacement de la centrale s'est fait par tous les pays participants au projet. Cadarache fut le bon compromis. En effet, l'espace disponible est de 180 hectares, ce qui est largement suffisant. Le refroidissement et l'actionnement des turbines de la centrale peut se faire par le canal de Provence. Et enfin, ce site a déjà accueilli un réacteur nucléaire, Thor Supra, qui fut un succès. Commençons par le commencement, l'atome. Il est composé d'un noyau, lui-même composé de nucléons, et d'électrons gravitant autour de ce noyau. La force qui maintient la cohésion des nucléons est appelée force nucléaire. Le processus de fusion nucléaire consiste à ce que deux atomes légers fusionnent pour former un plus grand atome. Ce processus donne naissance à une très grande quantité d'énergie provenant de la force nucléaire. Sur le Soleil, ce sont 600 millions de tonnes d'hydrogène qui fusionnent chaque seconde pour former de l'hélium. En fait, toutes les matières qui nous entourent furent en leur temps formées à partir de cet atome plus léger, l'hydrogène, grâce à la fusion nucléaire. C'est aujourd'hui grâce à cette énergie que nous vivons. Sur Terre, les conditions ne permettent pas une réaction identique car la grande taille du Soleil fait que la pression y est énorme comparée à notre planète, 350 milliards de fois plus grande que la nôtre. Cette grande pression permet la réaction. Mais il est par contre possible, sur Terre, de faire réagir le deutérium avec le tritium, tous deux isotopes de l'hydrogène. Ces atomes portés à 150 millions de degrés Celsius fusionnent pour former un atome d'hélium, libérer un neutron, ainsi qu'une très grande quantité d'énergie. Mais alors, que se passe-t-il à 150 millions de degrés Celsius ? Vous connaissez sûrement trois différents états de la matière. Prenons l'exemple de l'eau. À l'état solide, c'est un glaçon. Les atomes sont disposés dans un ordre régulier et sont fixes. En chauffant un peu, on arrive à l'état liquide. Ici, les molécules peuvent se déplacer librement. En chauffant encore plus, l'eau s'évapore et forme de la vapeur. C'est un gaz. Les molécules sont alors encore plus espacées.
Mais si on chauffe encore jusqu'à 150 millions de degrés, on atteint le plasma. Ici, les molécules et les atomes éclatent eux-mêmes et sont divisés en noyaux et électrons libres. C'est le même plasma que l'on trouve dans les éclairs, ou encore dans nos boules plasma, bien sûr à une température beaucoup plus basse. Un nouveau souci se pose. Rien ne saurait résister à 150 millions de degrés. La réponse est oui, rien. Du moins, rien de matériel. Si ce n'est pas quelque chose de matériel, c'est donc de l'immatériel. C'est pour cela que les scientifiques russes ont inventé le tokamak, avec le principe du confinement magnétique. Un tokamak est un anneau géant dans lequel circule le plasma. Il est lui-même entouré de plusieurs anneaux magnétiques. Sans le champ magnétique, le plasma entrerait en contact avec les parois qui ne résisteraient pas. Ainsi, grâce aux anneaux et avec le champ magnétique, le plasma sera sous contrôle des aimants et ne touchera pas les parois. Le plasma à l'intérieur du tokamak est en rotation, ce qui lui permet d'augmenter tout seul sa température par le frottement des atomes, ainsi que de rester sous le contrôle magnétique. Mais cette rotation n'est quand même pas assez puissante pour atteindre la température souhaitée. Le plasma est donc réchauffé soit par un accélérateur de particules, qui envoie des particules neutres à très haute vitesse produisant ainsi une grande quantité d'énergie dans le plasma, et par un système d'ondes à haute et basse fréquence, tel que l'on pourrait trouver dans nos micro-ondes. Plusieurs réacteurs sont passés avant ITER. Ici, c'est le réacteur JET, construit en 1979. C'est le premier à faire réagir le deutérium et le tritium. Mais l'énergie produite n'est pas assez importante face à l'énergie introduite. Ici, nous avons ASDEX. Et ici, Thor Supra, construit en 1988 à Cadarache, tout comme ITER. MAST, projet européen construit en 1999. Le premier objectif d'ITER est de générer 500 MW pour 50 fournis pendant 400 secondes, soit 6 minutes et 40 secondes. Pour l'instant, le record est une production de 16 MW pour une puissance fournie de 25 MW, et ceci pendant 1 seconde. Il est détenu par le tokamak européen JET. Le second objectif d'ITER est de générer 250 MW pour 50 fournis, et ceci pendant 1000 secondes, soit 16 minutes et 40 secondes. Le record mondial est pour l'instant de 6 minutes 30 secondes, détenu par le tokamak français Thor Supra. Nous avons demandé à Bruno Rouvelou en quoi ITER était-il différent des autres tokamaks. Thor Supra, il travaillait en fait sur les problèmes de durée du plasma, de maintenir le plasma pendant une certaine durée, alors que JET était le prédécesseur de ITER. Le but du jeu, c'était d'atteindre le point d'ignition, c'est-à-dire on allait travailler en fait sur l'énergie. Il y avait d'un côté un projet européen qui travaillait au JET à Londres et qui avait pour but d'avoir la plus grande énergie, alors que Thor Supra, lui, c'était plus sur la stabilité du plasma. Donc ITER, lui, c'est bien sûr pour bénéficier à la fois, on va dire, de l'expérience de Thor Supra et du JET. Pour ce qui est de la production d'électricité, on fera passer de l'eau dans les parois du tokamak qui se transformeront en vapeur et actionneront les turbines qui produiront l'électricité.